Joyeux 1er décembre à toutes et à tous. Pour fêter ça, je vous fais mon bilan culturel du mois de novembre, donc tout ce que j'ai aimé lire, regarder et écouter. Beaucoup de musique ce mois-ci en novembre. On commence comme d'habitude avec les livres. J'en ai 4 à vous présenter. Les 2 premiers, j'en ai parlé dans mon vlog lecture 100% femme fatale, donc je vais pas m'étaler pendant 10 ans dessus. J'ai beaucoup aimé Notre cœur de Maupassant, qui est donc le roman d'une histoire d'amour impossible, en gros, d'un homme qui tombe fou amoureux d'une femme et d'une femme qui peine en fait à lui rendre le même amour et la même puissance amoureuse. C'était hyper intéressant, j'en ai beaucoup parlé dans mon vlog lecture parce qu'il y avait des éléments qui étaient vraiment très réussis et toute une mise en scène de la femme comme à la fois femme fatale et en même temps avec beaucoup de compassion, je trouve, de la part de Maupassant. Donc j'ai beaucoup aimé et je vous le recommande. Et ensuite, j'ai adoré L'Ève future de Villiers de l'Isle-Adam, dont j'ai parlé aussi dans mon vlog lecture, qui est un livre dans lequel un scientifique va construire une femme robot pour son ami qui est amoureux d'une femme stupide. J'en parle dans toutes mes vidéos dernièrement, c'est hyper énervant. Mais du coup, il va construire une version améliorée et idéale de la femme à la fin du 19e siècle. Il y en a qui trouvent ça très misogyne. Moi, je trouve que la misogynie du scientifique est regardée de façon critique par le deuxième personnage et donc la mise à distance en fait fait que c'est pas un livre misogyne en soi, c'est juste un personnage misogyne mais qui est mise à distance et critiqué par le deuxième personnage. C'est quelque chose à prendre en compte quand même, on peut pas dire que n'importe quel livre est misogyne. C'est 300 pages ou je sais pas combien de descriptions purement scientifiques, c'est vraiment de la science-fiction et moi j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré. C'est très typique des décadents de faire, d'utiliser des lexiques qui sont vraiment hyper précis et plein de mots qu'on connaît pas forcément mais ça participe en fait à toute l'image du roman décadent comme roman très érudit et qui veut dire quelque chose de plus que ce que le langage courant permet. Moi j'ai beaucoup aimé L'Ève future de Villiers de l'Isle-Adam et je vous en ai parlé dans ma vidéo de la semaine dernière où je vous recommande 19 livres du 19e siècle. Vidéo qui a fait parler car certains ne comprennent pas le sarcasme, mais ce n'est pas grave. Et ensuite, j'ai 2 autres livres à vous recommander aujourd'hui, qui sont des livres qui là par contre sont dans mon corpus de thèse, donc c'est 2 autrices sur lesquelles je travaille. La première, c'est Marthe de Montifaut, je vais vous faire une vidéo sur elle un jour. Pas tout de suite. C'est Celle qui tue, la baronne de Livry de Marthe de Montifaut. C'est un livre typiquement femme fatale, j'ai même pas fait exprès, mais c'est encore un livre avec une femme fatale, c'était vraiment très à la mode à la fin du 19e siècle. Et c'est un livre dans lequel on est dans une colonie, je sais pas laquelle. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que le personnage principal masculin va tomber amoureux d'une femme qui fait partie d'un harem. Et puis, au fur et à mesure, il va tomber amoureux d'une autre femme qui est une blanche française comme lui. Et il va y avoir en fait cette rivalité qui va se mettre en place entre les 2 femmes, qui est dépeinte de façon vraiment assez violente. Là, on est vraiment dans une vraie femme fatale, enfin, on n'est pas du tout dans quelque chose qu'on peut interpréter de façon féministe entre très gros guillemets. On est vraiment typique dans la femme fatale, on est dans 2 femmes qui se battent pour un homme, rien de très révolutionnaire. Par contre, on a plein de motifs qui sont les motifs du roman décadent. On a la serre, avec... ils aimaient beaucoup les serres, avec des plantes exotiques qui partent dans tous les sens. Si vous avez lu À rebours, vous voyez un petit peu d'où ça vient aussi ce motif-là. Je sais pas si La curée de Zola est sortie avant À rebours ou pas, mais c'est quelque chose qui commençait déjà à ce moment-là. Et donc on a une serre, on a l'image des animaux exotiques, on a le rapprochement entre la femme et l'animal qui est aussi quelque chose de très typique à la fin du 19e siècle. Et j'ai beaucoup aimé, j'aime la manière dont c'est écrit. Et puis, vous pouvez le lire quoi, c'est sur Gallica, donc... ça fera un peu votre culture du 19e siècle. Si vous avez lu Tous les hommes, il vous reste Toutes les femmes à lire, et il y en a beaucoup. Donc je vous recommande Celle qui tue de Marthe de Montifaut. Et ensuite j'ai lu les contes et nouvelles de Rachilde, qui est donc un recueil de 19... je sais plus quelle année, 1900, qui est un recueil de 1900 avec donc des contes et des nouvelles, et je vais vous parler des nouvelles que j'ai préférées. Il y a une nouvelle qui s'appelle Le Mortis, et elle est absolument incroyable. En fait, on est à Florence, et on est à Florence après qu'elle ait été décimée par la peste. Il reste un seul survivant
dans cette ville. Et en fait, vous avez toute une description de la ville vide, de la nature qui a pris le pas sur l'architecture humaine. C'est incroyable. J'ai adoré, vraiment absolument adoré. Je vous lis un extrait que j'ai noté. Les roses, bouches de braise, flammes de chair, léchant l'incorruptibilité des marbres, éclaboussèrent jusqu'au faîte les longues colonnes pures de taches rouges comme du vin, pourpres comme du sang, et qui, la nuit, formaient des signes ronds, s'extravasant en brun, marquant d'ombres violettes la peau des monuments pâles, pareils à des traces de doigts profondément enfoncés. Voilà, j'aime toujours autant la manière d'écrire de Rachilde. Et franchement, c'était incroyable. Déjà, Florence est une ville que j'adore. Et imaginez Florence complètement vide et prise par une végétation qui est vraiment décrite comme une végétation militaire. En fait, c'est vraiment la nature qui reprend littéralement ses droits. C'est incroyable. Et à un moment donné, vous avez les survivants qui se réveillent et qui découvrent en fait l'état de cette ville. C'est vraiment génial. Voilà, tout simplement. Ensuite, une nouvelle que j'ai beaucoup aimée aussi, c'est La buveuse de sang, évidemment. C'est l'histoire d'une femme qui est appelée par la lune, donc nuit après nuit, en fait, enfin pas nuit après nuit, mais surtout quand il y a la pleine lune, elle est attirée vraiment physiquement par la lune, et donc elle est obligée de sortir de chez elle, et elle se sent attirée. Sans vous dévoiler trop l'histoire, c'est très ancré dans le motif du ventre, de la faute, qui est quelque chose de très féminin en soi, enfin la question du ventre comme intrinsèquement lié à la faute, c'est quelque chose de très typique en fait, tout simplement des femmes et du vécu féminin. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, mais je peux pas vous dire de quoi ça parle parce que j'ai pas envie de tout vous dévoiler, mais j'ai adoré. Et je vous recommande. Et enfin, la dernière nouvelle que j'ai absolument adorée, c'est, j'utilise tout le temps les mêmes mots, c'est très énervant, c'est Les Vengeances de Sodome. Et ici, on a la question un peu du vampirisme. C'est l'histoire donc de jeunes garçons qui sont vignerons et qui ont choisi le célibat, donc qui choisissent de ne pas avoir des relations avec les femmes. Et en fait, il y a une femme nymphomane, un peu lubrique, qui va venir les voir et essayer de les séduire, et ils vont ils vont se déchaîner en fait vraiment sur elle en termes de violence. Je trouve que c'est un texte très très riche à étudier, qui doit être absolument incroyable, et il y a vraiment l'idée du vampirisme, de presque la transsubstantiation. C'est magnifique. Et je vous le recommande. Je vous recommande de toute façon de lire Rachilde, mais la plupart d'entre vous, vous l'avez déjà fait parce que c'est la raison pour laquelle vous regardez mes vidéos. Et c'est tout pour les livres. On va parler des films et des séries. Et là, alors je me suis donnée, hein. En même temps c'est l'hiver, donc je regarde beaucoup de films. Le premier film, j'en ai parlé dans toujours mon vlog lecture sur les femmes fatales. J'ai regardé Bound de Lana et Lily Wachowski. C'est un film un peu de gangster, mais avec des lesbiennes au milieu. Et beaucoup de sang. Voilà. Si rien que ça, comme information, ça vous suffit pour aller le voir, c'est qu'on a les mêmes goûts, donc vous allez adorer. Si ça vous donne pas du tout envie, c'est que c'est peut-être pas votre truc. Mais moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et il y a toute cette variation autour du motif de la femme fatale, parce que c'est pas une femme fatale traditionnelle, c'est une femme fatale qui est dépeinte vraiment très différemment, mais j'en ai parlé dans mon vlog lecture, donc je vais pas répéter tout ce que je dis tout le temps. C'est quelque chose qui joue avec le motif de la femme fatale et qui essaie d'en faire quelque chose de différent, et j'ai trouvé ça vraiment cool, tout simplement. Ensuite, l'événement de mon mois de novembre, ça a été la découverte d'une réalisatrice grecque, qui s'appelle Atina Rachel Tsangari. C'est une réalisatrice qui est très proche de Yorgos Lanthimos professionnellement. Donc elle a produit Canine, dont j'avais parlé dans mes derniers coups de cœur culture. Et Tsangari, elle a en fait, pour moi, elle a tout ce qui manque chez Lanthimos pour en faire quelque chose de parfait, ou en tout cas qui, moi, me parle. Elle a le style des premiers films de Yorgos Lanthimos, donc Alps, qu'elle a produit aussi, et Canine, qui sont donc ces films qui dépeignent les relations humaines de façon très froide et clinique et presque mécanique. Il y a quelque chose de
dépourvus d'émotions. En fait, c'est toujours des personnages qui sont complètement dénués de toute forme d'émotion et qui essaient d'évoluer dans le monde de cette manière-là. Et en fait, ce qui marche vraiment très profondément avec Tsangari, c'est qu'elle lie ça à la question de l'expérience féminine. Enfin, elle lie ça à la question du genre d'une façon qui n'est pas obnoxious. Enfin, je sais que tout le monde en a marre qu'on parle de genre. Mais en fait, elle donne vraiment un sens, je trouve, à cette manière de dépeindre les relations humaines. Chez Yorgos Lanthimos, en fait, ça marchait dans Canine parce que c'était quelque chose qui avait un sens, qui parlait de dérives sectaires, qui parlait d'embrigadement, de manière de contrôler en fait un esprit humain. Ça marchait beaucoup moins dans Alps, qui est un film que j'ai pas du tout aimé, parce que je pense qu'il manquait justement cette volonté de dire vraiment quelque chose. C'était un personnage principal féminin dans Alps, et je trouve que ça marchait pas du tout. Je trouve que les personnages féminins de Yorgos Lanthimos, alors c'est très bien qu'il en ait autant, mais ça se voit un peu, qui sont écrits par des hommes. Pauvre créature en est l'exemple frappant, que c'est vraiment... il y a quelque chose d'intéressant dans cette idée de dire... le personnage de Poor Things, qui est donc un cerveau de bébé dans un corps de femme, il y a quelque chose de vraiment intéressant dans la volonté de dire comment on pourrait aborder le monde de façon différente, comment est-ce qu'on aborderait le monde si on n'avait pas été éduqué aux émotions en fait et éduqué aux relations sociales. Et en même temps il manque toujours quelque chose parce que c'est toujours très male gaze si vous voulez, et forcément Pauvre créature c'est du sexe dans tous les sens parce qu'en fait ils n'arrivent pas à imaginer qu'on puisse aborder le monde d'une manière différente que par la sexualité. Et chez Tsangari en fait je trouve que ça marche vraiment extrêmement bien. Donc bon bref, j'ai regardé 3 films de Tsangari, donc on va en parler avant que je parle de trucs et vous comprenez pas ce que je dis. Le premier que j'ai regardé, c'est un court-métrage qui s'appelle Deux capsules, et c'est un court-métrage dans lequel vous avez une maison et des femmes qui apparaissent en fait dans cette maison. Et c'est un court-métrage en gros sur la féminité et pas vraiment l'éducation à la féminité, mais ce que ça fait un peu d'être une femme et toute la violence qu'il y a à l'intérieur. C'est très female rage, si vous êtes trop sur internet vous voyez de quoi je parle. En même temps il y a beaucoup d'éléments surréalistes que moi j'ai adoré. Pour l'instant c'est mon film préféré de Tsangari parce qu'il y a ces éléments qui sont en fait du dessin et qui donnent une apparence vraiment très surréaliste au film, et j'ai trouvé ça super intéressant. Je trouve que ça se marie très bien, le côté froid de son cinéma et ce côté surréaliste, bref. Et du coup c'est l'histoire de ces femmes qui naissent et qui ne vivent que pendant un certain nombre de jours, et c'est toute la question du poids en fait de la féminité comme punition, comme quelque chose qu'on n'a pas envie de vivre pendant une éternité, et c'est génial. Voilà, vraiment j'ai adoré. Ensuite j'ai regardé son film le plus connu qui est Attenberg. Attenberg c'est l'histoire d'une fille, son père est malade, elle a une meilleure amie mais elle a jamais eu de relation amoureuse de sa vie. C'est pas quelque chose qu'elle a envie de faire, c'est pas quelque chose qu'elle ressent, et elle a une grosse aversion pour la sexualité. Et en fait, un jour, elle va rencontrer un homme et elle va apprendre justement cette connexion charnelle à l'autre. Et petit à petit, c'est un peu un récit d'apprentissage. Et en même temps, on continue de voir à quel point c'est pas quelque chose qui est naturel pour elle. Et en fait, c'est assez intéressant, je trouve, de dire que les relations sexuelles ne sont pas quelque chose de naturel, ce qui évidemment va complètement c'est littéralement la raison pour laquelle on existe, mais en même temps, c'est hyper intéressant de renverser ça dans un monde où c'est très médiatisé et où c'est quelque chose qui apparaît en fait comme normal et comme complètement banal.
Et je trouve que renverser ça et en faire quelque chose qui doit s'apprendre et qui est quelque chose finalement de vraiment culturel et évidemment qui est en lien avec l'hétérosexualité, le fait qu'elle choisisse un homme et pas une femme dit quelque chose, mais bon bref. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de montrer la sexualité comme quelque chose de quand même culturel parce que mine de rien c'est quelque chose en fait de culturel, c'est quelque chose qui va avec notre construction de l'amour, notre construction du désir et c'est pas quelque chose d'animal. C'est quelque chose qui a été construit par la société, qui a été cadré par la société, et ça rend ça culturel, alors que de base c'est un acte naturel. Bref, je trouve ça passionnant. C'est pas mon préféré, parce que je trouve qu'il manque quelque chose. J'ai l'impression qu'on voit pas assez, en fait, les changements qui se font en elle au fur et à mesure qu'elle apprend à connaître en fait cet homme. En fait, le sujet est très amené et je trouve que dès qu'elle commence à faire ses propres expériences, c'est un peu expédié, je trouve, mais bon. Mais du coup, oui, je pense que c'est des questions qui sont vraiment hyper intéressantes et pour moi, cette manière de montrer l'éducation à la sexualité, c'est quelque chose qui s'oppose justement complètement à Pauvre créature de Yorgos Lanthimos, parce que Lanthimos dans Pauvre créature montrer justement la sexualité comme quelque chose de très naturel et comme un instinct qu'on a dès l'enfance, enfin un instinct vraiment animal et quelque chose qu'on peut pas contrôler et que le personnage principal féminin a envie de faire tout le temps. Mais c'est ça qui marche pas avec Pauvre créature, c'est que c'est un personnage féminin et que dans une... Voilà, bon, c'est le moment un petit peu bateau, mais dans une société patriarcale, la sexualité pour les femmes n'est pas quelque chose de totalement naturel et n'est pas quelque chose qui peut se penser libéré de tous les carcans de la féminité qui existent depuis des siècles. C'est pas... Enfin bref, c'est pas quelque chose qui va résonner forcément avec les femmes. Après, enfin je sais pas si vous avez aimé Pauvre créature ou pas, c'est pas... Vous avez le droit de l'avoir aimé, y a pas de souci. Mais je trouve que c'est quelque chose qui marche pas parce qu'il manque justement cette acception culturelle de la sexualité et du fait que les femmes dans une société patriarcale ne peuvent pas aborder la sexualité comme le font les hommes. Et c'est ça qui faisait qu'il y avait aussi une forme de male gaze dans Pauvre créature, c'est que c'était finalement une approche très masculine de la sexualité que le personnage principal féminin avait et bon je sais pas, bref ma réflexion ne va pas plus loin, j'y ai pas pensé plus que ça, je crois que j'ai pas très bien expliqué, mais parce que là on pourrait me répondre oui mais justement c'est ça que Lanthimos essaie de faire et c'est en ça que c'est un film féministe parce qu'il débarrasse en fait la sexualité féminine de toutes ses attaches un peu culturelles et de sa prison culturelle. Ce qui me dérange c'est qu'il le fait en faisant un équivalent masculin de la sexualité féminine. Donc en fait, il propose pas une nouvelle forme de sexualité féminine débarrassée du patriarcat, mais en fait, il s'amuse juste à faire l'exercice intellectuel, certes intéressant, mais pas très fructueux, de donner à un personnage féminin une liberté sexuelle masculine. Et en fait, c'est ça qui marche pas, et c'est ça aussi que les théoriciennes féministes souvent expliquent quand elles parlent de male gaze et de female gaze. L'idée du female gaze, c'est pas de proposer une vision féminine qui ancre le féminin comme un opposé au masculin, ou qui reprend les codes en fait de la féminité tels que la société patriarcale les a mis en place. Ce qui est intéressant avec le female gaze, et ce que ça a pour vocation de faire, c'est de proposer un regard qui se débarrasse des biais genrés. C'est pas une idée d'opposition, c'est une idée de progression, et donc de dépasser le male gaze en donnant à voir quelque chose qui se débarrasse un peu des oppositions de genre et qui se débarrasse de la binarité telle qu'elle a été mise en place. Bon bref, on va pas faire de la théorie féministe, mais du coup c'est ça qui me dérange, c'est que c'est pas en faisant de la sexualité féminine une sexualité masculine qu'on va libérer la sexualité féminine. Si on veut libérer la sexualité féminine, il faut qu'on libère la sexualité de la binarité genrée. Voilà, c'est tout. Tout ça pour dire, je trouve que Attenberg est un très bon complément finalement à Pauvre créature et que ces deux visions très très opposées de la sexualité féminine mais qui permettent en fait de montrer justement sa complexité. Et je pense qu'il y a une étude comparée à faire de ces deux films pour montrer deux visions complètement contraires de la sexualité pour une femme et
voilà, en quoi c'est à la fois du naturel et du culturel, et en quoi on peut pas penser la sexualité hors de cette opposition nature-culture. Le troisième film, je vais jamais m'arrêter, le troisième film, c'est Chevalier, donc toujours de Tsangari, hein, on est vraiment toujours dans le même sujet depuis tout à l'heure. Chevalier, c'est son dernier film, il me semble. C'est un film dans lequel, là, elle s'attache plutôt à montrer la masculinité toxique, entre gros guillemets. Du coup, Chevalier, c'est l'histoire de je sais pas combien d'hommes qui sont sur un bateau ensemble, et à un moment donné, ils décident qu'ils vont faire un jeu qu'ils vont se noter et s'évaluer entre eux sur absolument tout. Donc leur manière d'être, leur manière de parler, leur manière de pêcher du poisson, je sais pas. Et ils vont se donner des épreuves où ils vont pouvoir évaluer tout le monde à partir d'un même critère qu'ils ont choisi eux. C'est un film qui est vraiment très drôle, j'ai trouvé. Et c'est un film qui montre la rapidité avec laquelle on tombe dans des rapports de compétition entre êtres humains, et notamment entre hommes, parce que, enfin, vous avez compris. Et en même temps, donc on a ces rapports de compétition, et en même temps on voit les alliances se créer, on voit les mésalliances, les trahisons, et on a un film qui fonctionne vraiment en crescendo, parce que ça semble monter en violence. Mais je vous raconte pas la fin. Mais c'est un film qui est fait de façon très intelligente, je pense. Dans les critiques que j'en ai lues, il y en a qui trouvent que c'est un petit peu... Enfin, que ça manque de subtilité. Il y a une épreuve où vraiment ils sont en train de mesurer la taille de leur pénis, quoi. Donc, voilà. Mais en même temps, je pense pas que la subtilité était vraiment le but du film. Enfin, au contraire, c'était aussi de montrer le manque de subtilité, et à quel point c'est quelque chose qui existe en fait dans la société de tous les jours. Enfin, c'est pas quelque chose que les hommes ne font jamais, quoi. C'est quelque chose qui existe. Et le but, je pense que c'était pas de faire une métaphore de la masculinité toxique, mais c'était de montrer vraiment, dans un huis clos, comment le rapport de compétition peut s'intensifier, quelle forme ça peut prendre. Et ici, ça prend une forme qui est encore une fois très méthodique, très médicale, et qui est quelque chose que j'aime beaucoup. Vraiment, je suis obsédée par le cinéma grec d'avant-garde et par le cinéma de Tsangari plus particulièrement. J'ai fini avec elle. On va parler maintenant d'un autre film qui est sorti au cinéma et que je suis allée voir parce que tout le monde en parlait et qui me faisait un petit peu envie. Enfin, j'y suis allée parce que mes amis sont allés le voir, sinon j'y serais pas allée toute seule. Mais je suis allée voir The Substance de Coralie Farja, qui est donc une réalisatrice française. The Substance, donc si vous avez échappé un petit peu à tout le discours sur ce film, c'est un film avec Demi Moore et Margaret Qualley. J'adore cette actrice, Margaret Qualley. C'est un film sur une femme qui a vieilli, qui était une actrice célèbre dans sa jeunesse, et un jour, le jour de l'anniversaire de ses 50 ans, elle se fait virer de son travail de... Enfin, elle fait du sport à la télé, bref. Et à partir du moment où elle se fait virer, elle se rend compte d'à quel point la société n'a pas de place pour une femme vieille, et la société dans le sens, la société hollywoodienne. Et du coup, elle décide de prendre une substance, qui est donc une drogue du marché noir, qui va lui permettre de créer une version plus jeune, plus belle d'elle-même. C'est du body horror, donc c'est très très gore. J'ai fermé les yeux, hein, vous inquiétez pas. Moi aussi, je ferme les yeux devant le gore. C'est très gore, mais... Alors, il y a du bien et il y a du moins bien. Moi, j'ai mis 3 étoiles sur 5, personnellement, mais je voulais en parler ici, même si c'est pas le plus gros coup de cœur de ma vie. Je voulais en parler quand même parce que j'aime bien donner mon avis. Il y a des points qui sont très réussis pour moi. Ce qui est très réussi, c'est déjà l'utilisation du body horror, parce que le body horror, c'est un genre historiquement qui est ancré dans la question de la dysphorie et du rapport dysphorique qu'on peut avoir à notre propre corps. Et là, justement, c'est utilisé pour dire la haine de soi, à quel point on peut détester notre propre corps parce qu'il a vieilli, parce qu'il nous échappe, parce qu'on est terrifié en fait à l'idée de vieillir. Et donc ça dit très bien la haine de soi, le fait, si vous avez vécu la mode de l'anorexie sur Tumblr, vous voyez un peu le fait qu'on puisse se haïr au point de ruiner en fait son propre corps, de ruiner sa propre santé, enfin qu'on en vient presque à se tuer soi-même dans la poursuite d'un idéal de beauté qui n'existe que dans notre tête ou dans la société. Mais enfin, par exemple l'anorexie sur Tumblr, c'était quelque chose de quand même très fermé, enfin
c'est pas l'idéal que n'importe quelle fille avait, c'était quand même assez particulier. Et à quel point en fait on peut chercher à tout prix cet idéal qui n'est pas un idéal humain ou réalisable et qui n'est pas non plus un idéal social parce que ça va beaucoup plus loin que la minceur des années 2000 qu'on nous prônait à tout va, c'était quelque chose qui allait vraiment dans l'extrême minceur. Bon bref, je sais plus où j'en étais. Le body horror est très bien utilisé parce que ça montre justement cet aspect dysphorique de la haine de soi et de se détacher de son corps parce qu'on le hait vraiment et qu'on a envie de lui faire du mal. Donc ça c'était un très bon point pour moi. La troisième partie du film, on va dire que c'est en 3 parties, le dernier tiers du film est génial. Moi j'ai adoré. Alors, je pense pas que ça plaise à tout le monde, mais en fait, je respecte beaucoup Coralie Farja parce qu'elle est allée vraiment jusqu'au bout du bout de son concept. Je trouve que ça aurait été très dommage si elle s'était arrêtée au 2e tiers et qu'en fait, le fait de pousser vraiment à fond le concept, c'est ce qui fait que le film est réussi dans ce sens-là. Je trouve que ça marche vraiment très bien et qu'on tombe vraiment dans le grotesque et dans l'absurde et c'est ça qui marche et c'est ça à la fin c'était hilarant. Moi j'étais explosée de rire dans le cinéma vraiment. En fait de faire ça vraiment sans honte et sans retenue, je trouve que ça marche vraiment bien, c'est très ancré dans l'horreur, dans la culture du slasher, dans l'envie de faire quelque chose qui n'est pas en fait réaliste dans l'horreur mais qui vraiment pousse l'horreur jusqu'à la comédie. Les meilleurs films d'horreur, c'est ceux qui poussent l'horreur jusqu'à la comédie, selon moi. Et je trouve que la fin, ça marche trop bien, même si j'ai deviné. Évidemment que j'ai deviné le dernier plan, mais en même temps, voilà. C'était un peu évident. Et petite référence à Elephant Man, c'était sympa. Oui, c'est pas très subtil, mais après, est-ce que c'est vraiment le but quand on fait quelque chose d'aussi poussé et d'aussi extrême dans l'horreur et dans le comique, d'être subtil? Est-ce qu'il n'y a pas une envie aussi de jouer avec ce besoin de subtilité qu'on donne au cinéma d'auteur, en fait, d'une certaine manière? Donc elle y va avec ses gros sabots, mais je trouve que ça marche avec les gros sabots et que, en fait, c'est vraiment fun. Alors tout n'est pas fun, hein. C'est dégueulasse. Voilà, je vous le dis, c'est dégueulasse. Mais la fin, moi, je trouve ça génial. Par contre, quelque chose que j'ai beaucoup moins aimé, c'est déjà, il y a une certaine complaisance à montrer la violence faite à la femme. Enfin bref, il y a une scène, c'est pas trop un spoiler. C'est pas un spoiler. Il y a une scène où vous voyez une femme, je dirais pas laquelle, se faire tabasser pendant 20 minutes par une autre femme, je dirais pas laquelle non plus. Je trouve pas que c'était nécessaire. Peut-être que ça l'était, et oui, ça montre justement toute cette haine et toute cette violence, et à quel point on peut avoir envie de se faire du mal quand on déteste son corps. Mais je sais pas. La violence gratuite en gros plan comme ça, je trouve pas que ce soit très utile. Je trouve que le body horror est vraiment hyper utile dans son propos, justement, que c'est très bien utilisé. Je trouve que cette violence-là sert un peu moins à quelque chose. On en arrive en fait à cette scène et on a compris. Vraiment, on a compris. Je pense qu'on n'a pas besoin de voir ça pendant 10 minutes. On peut le faire un petit peu et puis basta. Mais en même temps, oui, ça incarne le discours du film. Mais bon, je suis pas convaincue. Et l'autre critique que je ferai aussi, j'ai bien aimé parce qu'il y avait un aspect un petit peu expérimental avec des lumières très Gaspard Noé, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Par contre, je trouve que le problème du film pour moi, c'est que Coralie Farja n'a pas vraiment choisi, on dirait qu'elle n'a pas su choisir en fait le ton qu'elle voulait donner au film. Elle n'a pas su aller soit à fond dans l'horreur ou aller à fond vraiment dans la comédie, et je trouve que l'équilibre comédie-horreur ne fonctionne pas très bien parce qu'on commence avec de l'horreur et puis à un moment donné ça devient très comique et en fait ça marche pas. Je trouve que le ton ne marche pas et c'est pas assez équilibré et ça... En fait, ça fait pas sens. On dirait vraiment qu'au milieu du film, elle a décidé qu'elle allait changer un peu le film qu'elle était en train de faire. Et du coup, c'est ça qui marche pas pour moi. C'est qu'il faut quand même qu'il y ait une unité de ton, ou alors il faut que la désunion
permettent vraiment de dire quelque chose, mais là, je suis pas convaincue. Donc voilà mon avis sur The Substance, je sais que vous l'attendiez avec impatience. Et enfin, pour finir avec les films et les séries, j'ai regardé la série de Xavier Dolan. Alors j'ai quelque chose à vous dire sur Xavier Dolan. L'autre jour, j'étais en train de penser à lui, et j'ai tapé son nom sur internet parce que je voulais savoir quand est-ce que son prochain film allait sortir. Et là, je tombe sur l'info du siècle. Xavier Dolan va filmer un film en 2025 qui mêle des éléments, préparez-vous, d'horreur et de comédie dans la France de la fin du 19e siècle. Tout pour moi, vraiment tout pour moi. Bon bref, j'étais tellement contente que je me suis dit je vais regarder la série de Xavier Dolan que j'ai toujours pas vue et qui s'appelle La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé. J'ai beaucoup aimé. Voilà, après j'aime tout ce que fait Xavier Dolan, donc j'aurais quelques critiques à faire à propos de l'utilisation de l'agression sexuelle comme ressort narratif. C'est quelque chose qui me dérange un petit peu, et ça c'est quelque chose de critiquable pour moi, surtout que la fin se devine vraiment très facilement, mais j'ai beaucoup aimé, franchement j'étais très accrochée, c'est en 5 épisodes d'1 heure, et ça marche très bien, j'aime beaucoup la manière dont c'est réalisé, et j'adore tout ce que fait Xavier Dolan encore une fois, donc c'est pas étonnant. On va finir avec la musique parce que là c'est bon, c'est un peu trop long. En musique, j'ai plusieurs choses. D'abord, j'ai découvert l'album Hybride de Esken. Enfin, j'ai découvert Esken et j'ai découvert son album Hybride avec la chanson Moineau que j'adore. Enfin, que vraiment j'aime beaucoup. C'est du rap, hein, c'est vraiment que du rap là dont je vais vous parler. Mais du coup, l'album Hybride, c'est un album qui est du rap, mais il y a quelques chansons, il y en a 3 ou 4 qui se suivent, qui sont un petit peu boum boum, vous voyez ce que je veux dire? Du coup j'aime bien. La chanson Moineau est vraiment super, je l'adore. Je l'écoute très souvent, donc je vous recommande au moins d'aller écouter cette chanson, si jamais ça vous intéresse. Et ensuite, il y a 2 albums que j'ai écoutés, mais je pense que tous les jours, je les écoutais, vraiment. Et pas que une fois. J'ai découvert Satan's Fairy, il y a deux albums, enfin il y en a un et il y a volume 2 de Swave, qui est un rappeur français. Et en fait c'est incroyable, c'est du rap avec des instrus qui sont un peu rock, je trouve. Et j'ai adoré. J'ai aussi saigné sa chanson qui s'appelle Emmène-moi voir les étoiles. Si vous avez vu l'animé Cyberpunk, vous allez pleurer en écoutant la chanson. Mais... alors vraiment, mais je l'ai écouté, mais je pense que les albums sont vraiment gravés dans ma mémoire at this point. Enfin vraiment, c'est même plus écouté à ce stade. C'est que j'ai vécu en fait avec ces 2 albums comme bande-annonce, et je vais pas m'arrêter, ça va être le cas en décembre aussi. J'écoute vraiment que ça, mais en fait... j'adore, je peux pas m'en passer, je suis un peu accro. Et ensuite, Winter Zuko a sorti une nouvelle chanson que j'aime beaucoup. Il a sorti Stress. Et j'adore tout ce que fait Winter Zuko. Donc j'ai l'impression de vous en parler dans chaque vidéo favoriculture. Mais j'ai beaucoup aimé la dernière chanson de Winter Zuko. Et on va s'arrêter là. J'aimerais ne pas monter cette vidéo pendant 4 heures. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine dans un vlogmas. Je peux pas faire les vlogmas tous les jours, j'y ai pensé, vraiment je pensais que j'allais le faire, et puis je me suis rendu compte que c'était juste pas humainement possible avec tout ce qui se passe en ce moment. Mais du coup je vais faire un vlogmas par semaine, donc il y aura 4 vlogmas en décembre. J'espère que vous êtes contents quand même, et en attendant que ça sorte, je vous laisse me dire ce que vous avez lu, vu, écouté en novembre, et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine.